On va commencer avec cette présentation qui sera faite par le directeur de la transformation des bois du Cameroun, qui va faire une présentation sur ce que le Cameroun est en train de faire ou est en train de préparer par rapport à une transformation beaucoup plus poussée du bois. Mais il faut rappeler quand même que le Cameroun travaille sur ce sujet depuis un certain nombre d'années déjà. Et entre-temps, il y a cette évolution liée aux directives de la CEMAC sur l'arrêt d'exportation des grumes. Donc, je pense que cette introduction relance encore cette réflexion sur une transformation plus poussée des bois, pas seulement au Cameroun, mais également dans la sous-région. Et c'est pour ça que justement dans le panel d'échanges sur cette question, on a voulu ratisser un peu large par rapport aux différents pays de la sous-région. Donc, le directeur va introduire la table ronde par cette présentation sur ce qui se fait au Cameroun sur ce sujet. Merci, merci Germain de me passer la parole. Bonjour à tous. Mon nom c'est Diogo Toumouk-Sala, vous l'aviez vu là. Je vais effectivement essayer de planter ce décor par rapport à la table ronde qu'on aura tantôt. Le plan de mon exposé est celui que vous voyez là. Il y aura donc une partie introductive. Après cette introduction, je vais dresser l'état de lieu de la transformation plus poussée au Cameroun. Ensuite, je déclarerai les mesures prises par le gouvernement pour développer cette transformation plus poussée. Et le dernier volet de mon exposé s'attellera à identifier les difficultés que nous rentrons afin ici de faire quelques propositions. Alors, en guise d'introduction, nous disons que le Cameroun, c'est un pays, comme Germain venait de le dire, qui est situé dans le bassin du Congo. Ce pays a une superficie de 475 442 km². La partie qui couvre l'eau représente 6 000 km². Et comme vous le voyez là, le patrimoine forestier est important et diversifié, estimé à 22 millions d'hectares, dont 17,5 millions d'hectares de forêt sont exploitables, avec environ 3 ans d'essence recensés. À ce jour, au Cameroun, nous avons 101 concessions, avec 122 unités forestières d'aménagement, en abrégé ici UFA, qui ont été créées pour une superficie d'environ 7 millions d'hectares. Alors nous avons également 110 forêts qui sont sous aménagement, 44 sont certifiées OLB, les forêts communales sont au nombre de 73 et couvrent une superficie de 2 345 307 000 hectares. Les forêts communautaires s'étendent sur près d'1 million d'hectares. Suivant. Ce pays a une capacité totale de production d'environ 7 millions de mètres cubes par an. Mais la production réelle par an aussi entre 2 millions et 3 millions de mètres cubes, soit 28, 6 et 42% de la dite capacité. Alors, sur les 3 ans d'essence dont j'ai parlé tantôt, l'exploitation forestière cible seulement 60 essences, couvrant près de 70% de la production. Et parmi ces essences, j'ai cité quelques-unes là, il y a l'Ayus, le Sapeli, le Tali, l'Azobé, l'Okan et le Fraquet. Suivant. La transformation de ces ressources pour nous constitue une opportunité de développement économique et de lutte contre la pauvreté. Elle comporte, ça c'est juste un rappel, des degrés de transformation ci-après. Le premier degré concerne ici les débités et les plaquages tranchés. Le deuxième degré de transformation concerne les bois massifs reconstitués, les lambris, les parquets, etc. C'est des rappels. Le troisième degré de transformation concerne les briquettes de bois, les lamelles collées, les contreplaqués. Et le quatrième concerne les meubles, les portes, les fenêtres. Mais je voudrais quand même dire ici que ça, tout le monde sait, selon l'ATIBT, on a juste 3 niveaux de transformation. Mais au Cameroun et dans certains pays de la sous-région, nous avons pris des décisions qui vont jusqu'à 4 niveaux de transformation. Mais dans le cas de l'arrêt d'exportation de bois, nous sommes en train de nous arrimer sur les 3 niveaux de transformation proposés par l'ATIBT. Le projet
de cette décision est déjà parti. Nous attendons juste qu'il soit signé. Alors, s'agissant maintenant de l'état de lieu de cette transformation plus poussée au Cameroun, il faut dire que de manière globale, nous notons qu'il y a une prise générale, une prise de conscience générale d'aller vers une transformation plus poussée du bois. La quatrième transformation concerne principalement le secteur informel non structuré. Et les gens travaillent pour la plupart des cas avec des moyens dérisoires. Les industries nationales des produits de transformation plus poussés sont dominées par des petites unités dispersées dans les centres urbains, très peu équipées, comme je le disais tantôt, offrant des produits de très faible qualité et de très peu compétitifs. Suivant. Alors, les statistiques en notre possession révèlent que nous avons, ça c'est les chiffres de l'année dernière, 251 unités de transformation opérationnelles dans l'ensemble du pays, qui pour la plupart se limitent à au moins sur la première transformation. Mais sur ces 251, nous avons 32% qui font dans la deuxième transformation, 6% seulement dans la troisième transformation et 3%. Donc vous constatez avec moi que beaucoup d'efforts restent encore à faire pour une contribution optimale de la transformation plus poussée du bois dans notre pays. Alors, quelles sont donc les mesures prises par le gouvernement pour booster cette transformation plus poussée du bois? Il faut dire qu'en 2012, le gouvernement a élaboré un plan d'industrialisation du secteur bois dans le but d'accroître la compétitivité des entreprises. Ainsi, les mesures prises en vue de développer cette transformation plus poussée du bois consistaient en la mise en œuvre du dit plan, qui ici comporte deux grands axes. Le premier axe est relatif à l'amélioration du système d'approvisionnement en ressources ligneuses, parce que nous ne pouvons pas transformer si on n'a pas de la matière première. Le deuxième axe concerne le renforcement des capacités des artisans œuvrant dans le domaine de la transformation plus poussée du bois. Suivant. Pour ce qui est de l'amélioration du système d'approvisionnement en ressources ligneuses, les mesures tendant à faciliter l'accès à la ressource ligneuse portent sur le renouvellement des titres d'exploitation forestière. Donc chaque année, l'État essaie de renouveler tous les titres qui ont été attribués et attribuer aussi de nouveaux titres dans la mesure du possible. Il y a également eu l'actualisation de l'arrêté classant les essences forestières dans le cadre, Germain le disait tantôt, dans le cadre de l'arrêt d'exportation de bois sous forme de grumes. Et je voudrais, par rapport à cette mesure d'arrêt d'exportation de bois, je voudrais ouvrir une parenthèse, parce que c'est quand même une très grande mesure dans les pays du bassin du Congo, c'est-à-dire le Cameroun, le Gabon, la RCA, la Guinée équatoriale, la RDC et le Congo. Alors, c'est une mesure qui a été envisagée le 18 septembre 2020 au terme d'une réunion des ministres du bassin du Congo chargés des forêts, de l'industrie et de l'environnement. C'était à la demande de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Donc, cette mesure vise à développer l'industrie locale pour que nos pays ne dépendent pas seulement du pétrole. C'est une mesure qui va également encourager le deuxième, le troisième et le quatrième niveau de transformation du bois. Mais compte tenu des effets négatifs que cette mesure aura sur l'économie nationale et même sur la filière bois, au Cameroun, cette mesure a déjà reportée 2 fois. Mais le Gabon l'a pris depuis 2010, je crois bien, depuis une dizaine d'années. Et le Congo, tout récemment, sauf si je me trompe, à cause de son code forestier. Le code forestier au Congo l'a prévu. Mais les autres pays tels que le Cameroun, le Gabon, la RCA, la Guinée, la RDC, la CEMAC vient de commettre une étude devant identifier les effets négatifs et positifs de cette mesure. Des propositions d'atténuation ont été faites et nous pensons que les autres pays devront également, les 4 autres pays devront également suivre le pas. Donc, par rapport à cette étude-là, le Cameroun, lui, a opté pour une politique de restriction progressive de l'exportation de grumes au profit des bois députés jusqu'à l'arrêt total en jouant sur des essences. Tout à l'heure, je pourrais revenir dessus pour mieux expliquer.
Alors, cette politique de restriction progressive, qui du reste a été adoptée dans l'ensemble des pays du bassin du Congo, demande d'interdire l'exportation de bois sous forme de grumes à partir du 1er janvier 2028 et de prendre des dispositions utiles dès janvier 2025 pour interdire de manière progressive l'exportation de bois sous forme de grumes. Ça, c'est tous les 4 pays l'ont adopté. Maintenant, en termes toujours d'amélioration du système, ça c'était une parenthèse que j'ai ouverte par rapport à l'arrêt d'exportation. Nous rentrons dans l'amélioration du système d'approvisionnement en ressources ligneuses. Il y a également eu l'organisation du marché intérieur du bois, où les bois commercialisés doivent provenir exclusivement des titres valides. Nous avons d'ailleurs dans ce cadre un projet d'un site physique choisi dans la région de l'Adamara au Cameroun que nous sommes en train de développer avec le chef de projet ASP Germain pour que dans notre pays nous ayons quand même un site physique pilote parce que jusqu'ici on n'en a pas. Une autre mesure, c'est la mise en place d'un cadre réglementaire destiné à encadrer la valorisation des rebuts de chantiers d'exploitation forestière. On s'est rendu compte que dans les chantiers d'exploitation forestière, le rendement moitié aussi entre 30 à 40%. Il y avait donc beaucoup de rebuts, beaucoup de tiges abandonnées en forêt. Il fallait les valoriser. Un texte a été pris. On a également réalisé une étude de faisabilité pour la mise en place d'un mécanisme d'appui financier aux PME du secteur de la 3e et 4e transformation. Suivant. Alors, en termes de renforcement des capacités des artisans, les mesures ont porté sur la restructuration en cours du centre de promotion du bois. Le directeur, M. Kafoua, est là. C'est le directeur du centre de promotion du bois, à l'effet d'accroître ses performances dans la promotion des essences, la formation et l'encadrement des artisans. Je voudrais quand même dire que de 2012 à nos jours, nous avons déjà formé près de 2163 artisans. Une autre mesure, c'est la mise en place progressive en collaboration avec la norme des normes de transformation qui manquent dans notre pays. Il y a également eu l'exonération totale de droits et taxes de douane sur les appareils, les équipements, les matériels et les outils importés destinés à cette transformation plus poussée. Nous avons également doté des établissements scolaires en matière de séchoir. Suivant. Alors maintenant, malgré toutes ces mesures, les difficultés ne manquent pas. La première difficulté ici, c'est la désuétude des équipements de transformation. La plupart des équipements de transformation que nous avons dans les unités de transformation de seconde main et génèrent beaucoup de déchets. Une deuxième difficulté, c'est l'absence de mécanismes adéquats pour le financement de l'industrie de transformation du bois au Cameroun. Les banques accordent difficilement des financiers à ces secteurs-là. Il y a également un manque de ressources humaines qualifiées. Il y a la forte propension à la commande de meubles en bois importés dans les administrations publiques. Il y a la difficulté d'accès légal à la ressource, surtout pour les Camerounais lambda, ce qui est d'ailleurs la cause majeure du développement du secteur informel. Il y a aussi l'insuffisance des infrastructures d'accompagnement. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. Alors en termes de perspective, nous pensons que d'ici 2028, comme je l'ai dit tantôt, il faut qu'on prenne déjà un acte qui interdit l'exportation de bois sous forme de grumes. Mais déjà, la loi des finances de cette année essaie d'ajuster les taux de sortie de grumes. L'année dernière, c'était 60. Cette année, c'est monté à 75. Le souci étant de décourager tous ceux qui exportent le bois sous forme de grumes. Nous pensons qu'il faut également vulgariser l'arrêté relatif à la commande publique sur l'étendue du territoire national en vue d'encourager l'utilisation du bois d'origine légale et des produits dérivés bois pour limiter la forte, je le disais tantôt, la forte propension d'exportation de meubles à l'extérieur. Une autre perspective, solution, c'est de mettre en place et de vulgariser les normes de la transformation du bois, suivi, je crois que je l'ai suivi ce matin, de la promotion des essences qui ne sont pas connues ou bien qui sont très peu connues et qui abondent dans nos forêts. On en a dit ce matin dans les enquêtes. Il y a également la fourniture. Il faut renforcer la fourniture d'énergie électrique et de densifier les voies de communication des centres de production vers les ports. Il faut également renforcer les capacités des personnels et des artisans menuisiers aux techniques et technologies modernes de transformation du bois.
acquérir des équipements haute valeur technologique. J'ai dit tantôt que la plupart des machines qui sont dans les usines génèrent beaucoup de déchets. Il faut développer des pensées, qu'on pense déjà à anticiper, le développement des plantations forestières, parce qu'à long terme, les forêts naturelles ne pourront pas alimenter toutes les unités de transformation qui seront mises en place. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Ok, merci. Merci, monsieur le directeur. Donc, à la suite de l'exposé du directeur qui nous indique qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises par le Cameroun dans le sens d'encourager déjà les petits transformateurs à pouvoir s'intégrer et à être un peu plus efficaces dans leur travail de transformation. Donc, à la suite de cette présentation et compte tenu du temps qui est assez limité par rapport à cette table ronde, je voudrais dans un premier temps donner la parole à qui veut poser une question et ensuite rappeler que au terme de l'exposé, il y a un certain nombre de personnes qui ont été ciblées pour faire partie des experts pour le panel. Notamment, on a Madame Ebina du Congo, on a le directeur du centre de promotion qui a été mentionné tout à l'heure. On avait une entreprise dont le représentant n'est pas là, mais peut-être qu'on a une autre entreprise, on a Palesco qui est là. Donc, pour les questions, on peut avoir des questions adressées à l'administration, on peut avoir des questions adressées au secteur privé, notamment aux entreprises. Donc, je vais donner la parole à qui veut la prendre pour une première question. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, mais félicitations aussi à monsieur le directeur qui fait un brillant exposé pour nous rappeler un peu les tenants et les aboutissants de la politique en cours dans la sous-région relative à la transformation plus poussée du bois. J'ai juste regretté dans son exposé qu'il n'ait pas rappelé quand même le contexte régional. C'est quand même une vision de la Comifac, non, qui est inscrite dans le plan de convergence. C'est l'élément qui a manqué dans votre exposé. Mais sinon, c'est bien que tout ce qu'il a dit, c'est ce que tous les pays, effectivement, de la sous-région, font ou doivent faire pour arriver à concrétiser cette vision-là, à concrétiser cette idée. Deuxièmement, je chute sur ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure dans le mot introductif qu'on m'a donné la possibilité de prononcer tout à l'heure. Revenir sur les plantations. Alors, moi, j'ai eu la chance de visiter le Cameroun pour la première fois en 2002. Je pense que je ne me trompe pas sur la date. À l'époque, nous avions rencontré un ancien qui devait être même ancien directeur exécutif de l'OIBT, Monsieur William Solo. J'espère que vous le connaissez bien. Alors, quand il nous reçoit, moi, à l'époque, je travaillais dans une structure de reboisement, le SNR. Et au Cameroun, l'équivalent, c'était comment on appelait ça là? Sodefort. L'anafor, pardon. Nous avons tenu à rencontrer le directeur, donc dans le cadre d'échanges d'expérience. Ce que j'ai retenu de cet échange, c'est que le directeur a dit, après avoir fait un développement, mais très, très impressionnant, très pertinent, il a dit, les pays qui n'auront pas planté vont se retrouver le bec dans l'eau. Je n'ai jamais oublié cette phrase. Donc, c'est bien que vous reveniez, vous voyez que vous clôturez même par ça. C'est pour dire qu'il nous faut planter, que ce soit les essences domestiques, mais aussi les essences exotiques, pour tenir un peu compte de certains objectifs. Parce que les plantations, c'est la solution. Hein, c'est un peu le commentaire que je voulais faire à ce stade. Ok, merci. Bon, monsieur le directeur de cabinet, c'est juste un commentaire, ce n'est pas une question, mais si vous avez... Mais vous voulez réagir par rapport au commentaire? Ok. Donc, il y a une autre question.
Bon, s'il n'y a pas de questions, peut-être je vais passer la parole à certains membres du panel, en commençant par le secteur privé. Je ne sais pas si au niveau du secteur privé, déjà par rapport à ce qui a été présenté, et aussi par rapport aux perspectives au niveau du secteur privé par rapport à cette mesure d'arrêt d'exportation de grumes, si vous avez des choses déjà à dire et également si vous avez des choses à partager avec les autres. Merci, M. Yéné, de me passer la parole. Je pense que dans la présentation du directeur de la promotion et de la transformation, je n'ai pas vu apparaître la motivation ou, si vous voulez, l'incitation qui est faite pour que les petits artisans puissent accéder à la matière première, sachant que ces petits artisans n'ont pas la possibilité de disposer de permis forestiers et d'acquérir directement leur matière première en forêt. Ces artisans sont obligés de se rapprocher des transformateurs, enfin, des industriels, si vous voulez, qui sont en place actuellement. J'ose croire que dans l'énumération des incitations à la transformation plus poussée, il a peut-être oublié de présenter ce qui est fait pour que les transformateurs industriels puissent mettre à disposition de la matière pour ces transformateurs de deuxième et de troisième transformation. Oui, c'est une très bonne question. Comme je l'ai dit tantôt, la loi forestière au Cameroun, la loi de 94, bien sûr, a un peu négligé ces petits transformateurs. Donc la forestière les a négligés, a beaucoup plus favorisé les gros industriels. Ce que nous avons fait au Cameroun dans un premier temps, la plupart se ravitaillent dans les forêts communautaires, la plupart des bois de forêt communautaires chutent sur le marché local, ça ne suffit pas. Dans un deuxième temps, comme je l'ai dit tantôt, le ministre a pris une décision pour qu'on essaye, que ces gens aient accès à ça, aux rebuts et aux tiges qui sont abandonnés dans les chantiers d'exploitation forestière. Ça, on le fait. Il y a également, nous essayons également de les brancher en étroite collaboration avec ceux qui ont des unités de transformation pour prendre les plans de deuxième et voilà, troisième choix. Il y a ça. Et puis, l'année dernière, nous avons essayé de monter un dossier pour que ces gens aient vraiment accès, ne serait-ce qu'à des permis sous forme artisanale, avoir un agrément également sous forme artisanale. Parce qu'au Cameroun, pour couper le bois, il faut avoir un agrément. Ce n'est pas à leur portée. Les permis d'exploitation bois d'œuvre, les procédures sont également longues. Donc, nous avons essayé de préparer un dossier qu'on a soumis à la hiérarchie pour simplifier un peu les différentes mesures qui concernent l'agrément et également l'accès au permis. Et ça, on l'a soumis à la haute hiérarchie. Nous sommes en train d'attendre. Mais sinon, pour l'instant, beaucoup là essayent de sous-traiter avec ceux qui ont des titres d'exploitation forestière pour avoir ne serait-ce que ces rebuts ou bien les tiges qui ne sont pas exploités. Ils essayent également d'acheter les bois des forêts communautaires et on essaye vraiment de faire ça. Il y a aussi les bois de vente aux enchères que certains également achètent. Donc, pour l'instant, comment on peut travailler au-delà de la réglementation en vigueur et puis aussi la loi est en vigueur pour corriger ça. Voilà. Si cette loi aboutit d'ici la fin de l'année, je crois qu'elle sera la bienvenue pour cette catégorie d'artisans. Ok, merci. Une autre question. Bon, peut-être en attendant une autre question, peut-être une petite question à l'endroit du directeur. Dans la présentation, j'ai observé, à moins que je me sois trompé, que en ce qui concerne les mesures d'accompagnement au niveau du ministère, notamment vous avez parlé du renforcement des capacités, les questions sur les équipements et tout ça, j'ai l'impression que ça s'adresse beaucoup à ce qu'on appelle les artisans, ce que vous avez appelé les artisans de la quatrième transformation. Mais dans l'introduction de la présentation, vous avez fait état, par exemple, en termes de superficie, de ce que représente l'exploitation industrielle. Je veux dire l'exploitation dans les unités forestières d'aménagement. Et on sait que ce soit au Cameroun ou dans les autres pays de la sous-région aujourd'hui,
l'essentiel de la transformation, c'est au niveau de la première transformation, un peu au niveau de la deuxième transformation. Mais justement, dans ce contexte-là, est-ce qu'au niveau du ministère, dans le cadre de cette politique du Cameroun-là, on a pensé à des actions justement en direction de ces industriels-là pour aller vers plus de transformation? Quand je dis plus de transformation, c'est-à-dire vers plus de produits transformés pouvant être exportés ou mis sur le marché local. Est-ce qu'on a pensé aux industriels à côté des artisans? Merci, c'est également une bonne question. Peut-être que dans mon exposé, j'allais très vite. Il y a une mesure là où j'ai dit que le gouvernement vient de prendre qui concerne les droits et taxes de douane en ce qui concerne les équipements de pointe. Parce qu'on s'est rendu effectivement ça, tous les opérateurs de la filière sont là, ils nous ont fait comprendre que déjà les outils de transformation de pointe coûtent très cher et au niveau de la douane, c'est élevé. Donc l'État a exonéré toutes ces taxes-là en ce qui concerne les industriels. Depuis l'année dernière, c'est inscrit dans la loi des finances. Ça, c'est des mesures qui vont vraiment à l'endroit de cette catégorie également de transformateurs. Ok. Un commentaire? Non. Un commentaire? Non, c'est la traductrice. Bon. Le problème lié à cette question pour ce qui concerne les pays, les États, c'est d'assainir l'environnement des affaires. Et déjà, une telle mesure va dans ce sens. C'est vraiment quelque chose de positif. Mais n'oubliez pas aussi que nos pays, quoi qu'on parle du pétrole, etc., l'essentiel de nos budgets sont des budgets fiscaux. Vous voyez? Donc, on est obligé de jouer au milieu pour ne pas non plus faire des recettes à l'État. Donc, trouver le juste milieu dans ce contexte, ce n'est pas chose facile. Mais il y a des États qui font des efforts. Déjà, ce que le directeur rappelle, ce qui concerne l'État du Cameroun, c'est vraiment quelque chose à louer, hein, parce que c'est des décisions politiques très difficiles à prendre. Mais est-ce que, quand on regarde un peu certaines mesures, c'est vrai que peut-être ça ne concerne pas directement les administrations en charge des forêts, mais quand on regarde certaines mesures qui sont prises, si je prends le cas du Cameroun une fois de plus, en même temps, on dit qu'on veut accompagner les acteurs vers plus de transformation, mais en même temps, on a l'impression qu'il y a des mesures qui sont prises, mais qui sont contradictoires, qui vont à l'encontre. Je vais citer la question des taxes sur les bois transformées au niveau du Cameroun, qui chaque année augmente et qui, dans les coulisses, semble-t-il, va augmenter pour les années qui viennent encore. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec la volonté du gouvernement d'accompagner les acteurs à aller vers plus de transformation? Ce n'est pas contradictoire. Nous sommes encore dans la phase d'exportation de grumes. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des contradictions à ce niveau-ci. Parce que si d'ici 2018, le gouvernement met vraiment fin à l'exportation de bois sous forme de grumes, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer, tant du côté de l'État que du côté des opérateurs de la filière bois. Le gouvernement du Cameroun a commis une étude, en plus de ce que la CEMAC a fait. Et là, on l'a fait de manière concertée avec les opérateurs de la filière bois pour identifier tous les impacts négatifs que pourrait nécessairement avoir l'arrêt d'exportation de bois sous forme de grumes. Là-dedans, vous avez des mesures incitatives qui concernent les opérateurs de la filière bois. Il y a des mesures incitatives qui concernent la transformation de bois débuté qui dit si quelqu'un exporte seulement le bois du niveau 1, du premier degré, on garde les taxes en l'état. Si c'est le deuxième, il paye la moitié de la taxe. S'il va jusqu'au produit fini, il ne paye pas de taxes. Tout ça, c'est prévu. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se mettre directement à appliquer toutes ces mesures-là alors qu'on est encore dans l'exportation des grumes. Donc c'est un peu ça. Et puis tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a certaines mesures qui ont pour objectif d'amener ces catégories d'opérateurs-là à mettre fin à l'exportation de grumes. C'est pour les décourager, c'est pour les dire, il faut attention, commencer déjà à transformer. C'est vrai que les équipements font défaut, mais c'est également pour décourager. Il faut dire, arrêtons
d'exporter les bois sous forme de grumes. Mais tout à l'heure, il y a le directeur d'exploitation de Palisco qui a mentionné un problème qui revient toujours, enfin qui revient très souvent, et qui concerne les taxes sur la vente des bois transformés dans le marché au niveau local. Les députés ou les grumes? Les députés produits au niveau des entreprises, des transformateurs. Est-ce qu'à ce niveau, il y a des mesures qui sont envisagées, il y a des choses, on sait qu'il y a eu beaucoup de discussions aussi là-dessus au niveau du Cameroun, mais jusque-là, on n'a pas de mesures concrètes, il n'y a pas de décision claire sur la question de la TVA appliquée aux bois qui sont vendus sur le marché local et qui sont mis à disposition par les industriels. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? C'est vrai que ça peut arriver. Les taxes, il ne faut pas les prendre de manière isolée. Comme l'a dit le directeur du cabinet, je crois que voilà, il ne faut pas les prendre de manière isolée. Hein? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à un moment, quand l'État se voit également étranglé, l'État est obligé de jouer sur certains paramètres pour pouvoir se maintenir. Et c'est un peu ça qui se passe là. C'est pour ça que je dis que si demain, on arrête vraiment l'arrêt d'exportation de grumes, chacun pourra y trouver son compte. Ok, mais je ne sais pas, le secteur privé, les entreprises qui sont... Ok. Merci et félicitations à monsieur le directeur pour la qualité de son exposé. Ce matin, nous avons suivi une première présentation qui nous restituait une étude qui a été menée au niveau des entreprises consommatrices du bois venant du Cameroun particulièrement. Et il y a un point important qui a été soulevé concernant les essences peu connues. Et entre autres, des plaintes allaient dans le sens de ne pas avoir suffisamment de données technologiques sur la capacité, n'est-ce pas, d'écouler ces essences sur le marché. Donc, également, dans l'exposé de M. le directeur, il est ressorti que le CPB, dont le directeur est présent juste à côté de moi, fait également des efforts de ce côté. La production du bois sur les presque 300 essences inventoriées porte uniquement sur une soixantaine, et même sur la soixantaine, c'est moins de 10 qui font l'objet du commerce courant. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts à faire de ce côté. Donc, je voudrais savoir, il y a une classification des essences qui a été officialisée et qui montre qu'il y a encore une portion congrue des essences qui devraient connaître des efforts en matière de promotion. Qu'est-ce qui est fait de manière concrète à ce niveau? Est-ce qu'il y a des laboratoires qui ont été mis en place pour ce type d'essai, ou bien le ministère des Forêts ne s'en préoccupe pas pour l'instant? Je sais que le CPB est là pour nous donner d'amples informations dessus, mais nous les opérateurs, on est très intéressés. D'autant plus que la production au niveau de la possibilité est relativement faible à cause de ces essences qui pullulent dans nos forêts, mais dont on ne connaît pas les capacités. On voulait vraiment être accompagné sur cette question-là pour avoir une gamme large de produits capables d'être écoulés sur le marché. Merci. Merci. Je vais quand même dire un mot avant de passer la parole au directeur du centre de promotion du bois. C'est vrai, ça ressort de mon exposé. Ça signifie que nous sommes conscients que c'est effectivement un problème. Alors, depuis l'année dernière, nous avons choisi 2 essences, le Cordia et le Lotofa, pour en faire une promotion. C'est des essences qui ne sont pas connues. Mais il faut dire que ça a un coût. Pour faire la promotion d'une essence, ça a un coût. Nous l'avions choisi. On a étudié les propriétés physiques, mécaniques et technologiques. Et puis au moment où il fallait qu'on passe à la phase de fabrication de meubles, parce qu'il faut fabriquer ces essences, aller dans des salons comme ceci pour dire attention, vous aimez seulement l'Aïus. Voilà un salon en fraqué qui a à peu près les mêmes propriétés que l'Aïus. Et voilà une table, une chaise que nous avons. Donc on a, avec le Cordia, on a fabriqué des ouvrages. Et nous sommes allés dans des salons au niveau du pays avec ces essences-là. Cette année, nous avons choisi 2 autres
Donc on est vraiment dans cette politique-là, mais ceci en fonction de nos ressources. Je vais aussi passer la parole au directeur du CPB. Merci, monsieur le directeur, pour la parole. À vous tout de suite, je vais dire que c'est effectivement un chantier difficile sur lequel nous sommes parce que au niveau du centre de promotion du bois, présentement, nous avons mis en place, nous sommes en train de mettre en place une xylothèque de 150 essences en collaboration avec le MINRESI, ministère de la Recherche scientifique. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a des étapes. Première étape, il faut pouvoir, à partir de la littérature, identifier des essences de substitution. On ne va pas faire la promotion pour de la promotion. On s'est rendu compte, et c'est ressorti dans l'exposé ce matin, que le marché, les consommateurs ont des habitudes. Et lorsque vous faites des propositions, vous allez dire, au lieu de s'appeler auquel habitué, je vous propose autre essence. Vous dire non, mon consommateur, mes clients ne consomment que du sapelli. Il faut toute une démarche pour le convaincre de changer de sapelli à une autre essence. Ce qu'on est en train de faire, c'est premièrement, à travers la xylothèque, identifier les propriétés, la littérature, faire des herbiers et tout avec le MINRESI, des essences pour se substituer à celles qui sont fortement exploitées. Deuxième chose, faire des prototypes. Le directeur a relevé, l'année passée, on a opté pour le cordial Autofa. Nous avons fait des prototypes de meubles et malheureusement, on se rend compte que l'Autofa, lorsqu'il est exposé, il se tord rapidement. Vous produisez un meuble, quelles que soient les conditions de séchage, en un temps record, le meuble se tord. Donc, c'est pour dire qu'il y a tout un travail qu'on fait. Il faut pouvoir retravailler. Cette année encore, le directeur l'a dit, on va suivre des essences. Enfin, ça demande des moyens, ça demande des coûts. Mais là, actuellement, ce que nous sommes en train de faire, c'est effectivement d'identifier quelques institutions et travailler avec le laboratoire, pour le moment sur le MINRESI, comme c'est un partenaire de l'État avec qui nous travaillons. Et dans la proposition ce matin, j'ai vu l'OIBT a suggéré non seulement travailler avec les institutions nationales, mais peut-être voir dans quelle mesure, soit dans le cadre d'un projet, pouvoir travailler sur une européenne internationale pour davantage faire connaître, davantage maîtriser les propriétés. Donc pour dire, nous sommes sur cette voie au niveau du ministère des Forêts et de la Faune, sur une promotion du bois pour pouvoir, premièrement, identifier des institutions. Deuxièmement, faire des prototypes de meubles pour tester les comportements de ces essences-là. Et enfin, pouvoir vulgariser. Donc, je vous rassure que nous sommes dans cette démarche-là. Et les conclusions du projet sont les bienvenues parce qu'on pourrait ensemble voir comment on peut profiter des résultats de cette étude, travailler pour davantage proposer des essences qui pourraient bien se substituer à celles qui sont actuellement fortement exploitées. Et puis je voudrais dire que c'est vrai, la commercialisation du bois est dictée par le client. C'est le client qui dit, attention, envoyez-moi l'AIUS pour tel volume ou bien pour telle quantité. Ça, c'est dicté, mais il y a des essences qui sont connues. Et les opérateurs devraient aussi dire, sensibiliser les clients à consommer ce type d'essence. Parce que c'est dicté par le client, par le goût du client. Donc, quelqu'un qui dit, je veux seulement manger telle chose. Il y a même telle autre chose qui peut lui permettre d'être ensemble. Il dit, je veux seulement se dire, mais attends, on peut aussi lui dire, attention. Au lieu seulement d'acheter l'AIUS ou bien le sapelli, il dit, il y a des essences traditionnelles qui sont connues et que les gens peuvent aussi facilement acheter. Donc, c'est pour dire que les efforts doivent être faits dans tous les sens. L'administration de son côté et également les opérateurs de la filière bois. Pourquoi ne pas travailler ensemble? Et justement, merci, monsieur les deux directeurs, et monsieur l'opérateur économique aussi. Monsieur Ndié, merci. Mais vous voyez que c'est une question très délicate. On a fait beaucoup d'études, on va continuer à en faire, on en fait encore. Mais il faut vraiment bien circonscrire le problème si nous voulons trouver la bonne solution. Vous avez suivi les deux directeurs dire une chose. En filigrane, il dit simplement ceci. Pour ce qui est du bois, en réalité, il n'y a pas de marché. Je vais vous surprendre, hein, il n'y a pas de marché pour le bois. C'est-à-dire que tout se fait à la commande. Le bois qu'on coupe en forêt, il est coupé quand il est fléché. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a commandé et on le coupe. Si on n'a pas commandé, on ne coupe pas. C'est ce qui se passe.
Vous avez entendu que nous avons près de 300 essences, mais il n'y a que 60 qui sont coupées. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui demande ces essences-là, alors qu'on peut bien couper tout ça. Et dans les, si j'enlève les 60, les 240 autres qui restent peuvent être des substituts des 60 autres qu'on coupe. C'est possible. Mais il y a des habitudes. Il y a des gens qui disent, nous, moi, ce n'est que le sapelli, rien à faire. Ça, c'est un problème à régler. Mais je pense aussi que pour arriver à construire un marché véritable de bois, il faut commencer déjà aussi à structurer nos marchés intérieurs. Parce que nos marchés intérieurs peuvent être consommateurs. Maintenant, il faut structurer ça. Il faut arriver à structurer ça. Parce que si on compte, si on mise sur le marché extérieur, ce qui n'est pas mauvais, il y a quand même comment on appelle, des devises à gagner et tout, mais aussi, il y a un potentiel au niveau intérieur. Notamment au niveau de la sous-région, il y a un grand potentiel. Il va falloir travailler sur cette question et je pense que la Comifac a des choses à nous proposer sur ce sujet-là pour qu'on voit comment nous pouvons parvenir à valoriser le maximum d'essence en comptant déjà sur le marché sous-régional avant d'envisager ou de continuer à entretenir le marché extérieur. Je répète, au niveau extérieur, en réalité, ce n'est pas un marché, c'est des filières qui fonctionnent. Bon, voilà. Il y a une maison mère qui a besoin de sapelli là-bas, qui crée une société qui travaille, qui coupe le sapelli essentiellement, et puis peut-être 2 ou 3 autres essences, c'est tout. Donc, vous avez beau venir avec vos propositions, ils vous regardent, je crois que le directeur l'a rappelé là, les 2 directeurs l'ont rappelé. Ils vous regardent, ils disent oui, on veut bien, mais... Et surtout quand vous arrivez à un cas où, bon, ce que vous avez testé, ce que vous avez promu, arrive à vous montrer des défauts comme l'autre bois que le directeur a cité là, qui travaille lorsqu'il est exposé, c'est la catastrophe. Oui, mais voilà, vous voulez nous proposer de regarder à quoi ça ressemble. C'est un problème, mais il faut organiser le marché intérieur. Tout à fait. Ouais. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis Justin Talon de la société Dino et Fils. Alors, je voulais juste partager notre petite expérience. Parce qu'à Dino et Fils, nous faisons dans la 2e, la 3e transformation, surtout la 2e transformation. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de séchoirs. Nous avons presque 3000 mètres cubes de séchoirs. Et lorsque les bois sortent des séchoirs, nous avons vu qu'il y a beaucoup de chutes. Alors, nous utilisons ces chutes-là pour faire des panneaux. Et nous nous sommes rendus compte que c'est très utile pour les menuisiers, les artisans et tout, parce que les panneaux des essences connues, comme par exemple le sapelli, même les lotofa dont on parle là, tous les bois rouges, les cocipo et tout ça, ça ne traîne pas. Ils viennent ramasser pour pouvoir faire les ouvrages. Alors, les essences qui traînent sont des essences, par exemple, comme les zayous, ou bien les fraquins, les essences blancs. Pourquoi? Parce qu'ils ont des difficultés pour pouvoir entretenir ces bois. Vous savez, si le client achète de l'ayous sans que ce soit, je ne sais pas comment on dit, garanti, il va, après 6 mois, après 1 an, ça va se charançonner, il y aura des problèmes. Donc, je voudrais juste interpeller nos responsables, c'est-à-dire les gouvernants et tout, c'est-à-dire que pour que ce genre d'exposé soit aussi dans nos pays, pour que nous voyons les problèmes de la 3e transformation, parce qu'il y a des véritables problèmes que les entreprises peuvent résoudre, et d'autres, c'est l'État à travers les formations, à travers l'orientation de certaines choses. Parce que moi, je ne sais pas comment on peut conserver, par exemple, l'ayous pour que ça fasse 10 ans. Mais c'est des formations que peut-être l'État peut appeler des experts pour venir former les Camerounais pour cette filière, comment conserver le bois. Et vous allez voir que les entreprises peuvent vraiment sortir peuvent se développer en ayant des connaissances. Et autre chose, et ça relève toujours un peu de l'État, si vraiment nous voulons faire la 3e transformation, l'État doit accélérer ou bien vraiment orienter les formations sur ce plan-là. Parce que nous ne pouvons pas être en entreprise, recruter des gens et commencer les formations basiques
Ils ne connaissent même pas les essences, ils ne connaissent même pas ce que c'est que coller le bois, ils ne connaissent même pas comment faire un petit meuble et tout ça. Donc, l'État doit vraiment beaucoup orienter ses formations sur cette troisième transformation pour que les entreprises puissent créer quelque chose de grand. C'est le petit témoignage que je voulais faire. Ok, merci, monsieur le directeur général. Je voudrais juste... Thank you very much one more time for the opportunity. I also want to share my experience with regard to utilization and the marketing of lesser known species. Yeah, I have the experience regarding Dahoma. Some people call it Dabima in Ghana. Dabima. This species was a lesser used, lesser known species. And as we run out of supply of mahogany, especially for furniture, and some people used to use it for roofing, a forest research institute in Ghana did a research on that, looking at the properties, and they realized that the Dabima could be a very good replacement for mahogany, the African mahogany to be precise. So they started using it. And within 2 years of marketing, intensive marketing in country, within 2 years of intensive marketing in country, it became the species of choice for roofing, especially those who sought legal wood for roofing for their project. Because if you look at Africa today, the middle class is growing. And then a lot of people are now looking for quality stuff, quality wood for roofing, quality wood for furniture and other things. So if you explore the markets in-house or in-country, we will be able to make better strides than having to just jump the gun trying to market it overseas. So Dabima, for example, was well received in the market to the point that we now have to even regulate it in the sense that some people wanted to export Dabima in block, and they came to Forestry Commission. And then we look at the demand domestic, and we realized, no, if we have to actually allow export of Dabima in block, then it means that there will be short supply in the market. And we refused it as a government agency. So this is just a critical example that if we continue to experiment and use species, in country, we may even find better market than having to maybe want to, let's say, market it outside of the shores of the country. And sometimes people do not look at the numbers. If you look at the numbers very, very well, especially marketing of legal wood in country, sometimes the price is quite competitive to what you get for export. And with that, you even have lower overhead compared to when you are going to export it here and there. So the potentials are there in country. And I think it's about time producer member country begin to look at markets domestic instead of always trying to dwell on export. Because the market is growing, and then people taste for good stuff is also growing. Middle class is growing everywhere in Africa, more than anywhere else. So I think we should rather try to encourage our respective government to look at maybe incentives that they can put in place, especially procurement laws. If they, for example, enact procurement laws, government in developing countries most of the time is the single largest consumer of wood. And if you bring in procurement law and say that for all government works, we need to procure X amount of wood at the domestic level or particular species, this is going to be a very, very good incentive for the domestic market to develop. If you develop your domestic market, you don't need to dwell so much, on export. You wouldn't worry so much about CITES. You wouldn't worry so much about EUDR. So the way to go, in my opinion, is to also develop
the domestic market. Thank you. Ok, merci beaucoup, monsieur le directeur. Bon, on va donner une dernière intervention. Après, on va clôturer cette table ronde en rappelant que la discussion sur les essences moins connues, on a une table ronde dédiée spécifiquement à ça demain, où on peut discuter de long en large sur ces problématiques concernant les essences les moins connues. Oui, je voudrais seulement remercier les 2-3 intervenants par rapport à ce partage d'expérience. C'est pour ça que tout à l'heure dans mon exposé, j'ai dit qu'il y a cette nécessité que toutes les parties prenantes travaillent ensemble. Parce que quand je prends dans son témoignage le problème de traitement de bois, c'est notre département ministériel. C'est notre département ministériel. Le problème que le dernier intervenant pose, c'est ce que j'ai dit ce matin, que nous avons de bois qu'on récolte dans le domaine non permanent et qui ne peuvent pas rentrer dans l'espace de l'Union européenne parce qu'ils sont issus de la déforestation. Donc ça signifie qu'il est temps plus que jamais que nous essayons de diversifier le lieu de vente de ce bois. Ça peut être entre les pays, par exemple, c'est ça. L'avenir, c'est par là. Parce qu'un bois qui est prélevé, qui est récolté dans un domaine non permanent, dont l'objectif n'était pas la gestion durable, on ne va pas le jeter. Alors qu'à côté, vous avez des gens qui ont faim. On ne va pas le jeter parce qu'on a besoin d'argent. Si ça ne peut pas rentrer ici, il faut lui trouver notre destination. Je crois que c'est ça l'avenir. Je partage vraiment ce qu'il dit. Le marché intra-africain, les marchés entre les pays, trouver d'autres destinations, c'est ça. Ce bois, on ne peut pas le jeter. Merci. Ok, peut-être on va sortir par une dernière question. Peut-être avant de poser la question, juste indiquer aux uns aux autres que dans le cadre de ce projet ASP, le projet de l'ATBT, ASP appui au secteur privé forestier au Cameroun, il y a tout un volet qui a été engagé pour accompagner les acteurs par rapport à l'exploitation des essences les moins connues. Il y a des actions qui sont juste en train de commencer avec les importateurs, les institutions de recherche et les entreprises qui produisent au niveau de la région. Effectivement, c'est un travail qui demande d'importants moyens. Parce que pour faire la promotion d'une essence sur un marché, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail qu'il faut faire. Et donc, ça demande d'importants moyens et il est vraiment nécessaire que les différentes parties prenantes se mettent ensemble. Donc, nous avons initié quelque chose au niveau de la TBT. Nous entendons continuer avec le soutien des autres. Mais il y a également quelque chose qui a été mentionné tout à l'heure par les uns et les autres qui est important. C'est de comprendre qu'en ce qui concerne la consommation des bois, le marché intra-africain, c'est un marché qui devient de plus en plus important et qui sera peut-être le plus important dans les années à venir. Donc, au niveau de la TBT, dans tous les cas, on va essayer de continuer à cette action-là en intégrant un peu tout le monde. Mais je chute par une dernière question, c'est vrai que le temps nous prend à la gorge, concernant les entreprises. Il y a des mesures qui ont été prises par le gouvernement par rapport à la transformation, comme on a dit tout à l'heure. Mais je ne sais pas, est-ce qu'au niveau des entreprises, il y a des propositions, des recommandations qu'on aimerait faire à l'endroit de l'administration par rapport à cette politique, à cette option qui est prise là? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous pensez que l'administration ne met pas assez d'accent, sur lesquelles il faudrait travailler, et ainsi de suite? Je ne sais pas. Les entreprises qui sont là, Monsieur Martin qui est, Monsieur Talom, non, je demandais si au niveau du secteur privé, par rapport à la politique de transformation plus poussée du bois, s'il y a des recommandations, des propositions à faire à l'administration pour mieux aller vers plus de transformation. Je suggère juste à l'administration vraiment de former les étudiants dans la filière de la transformation parce que c'est un gros marché. J'ai fait un tour au Vietnam. Vous voyez qu'il y a des quartiers où il n'y a que des artisans qui passent leur temps. Celui-ci, il fabrique les chaises. Celui-là fabrique les tables. Celui-là fabrique, je ne sais pas quoi, en bois. Mais c'est réglementé. Alors que chez nous, bon, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de réglementation. Donc, je pense que c'est l'État qui doit quand même
beaucoup former les gens pour qu'on ait des produits de troisième transformation de qualité. Merci. Ok. Merci. J'interviens sur le problème de la formation. Je voudrais demander à Monsieur Talon, est-ce qu'il a orienté d'abord dans sa famille ses enfants dans la filière? C'est d'abord un problème d'orientation, aimer les métiers du bois. Dans la plupart des familles, les gens sont désintéressés au métier du bois. Pour la menuiserie, si on prend, ils se diront, c'est un métier des gens qui n'ont pas été à l'école. Vous jetez les parents, vous jetez ainsi de suite. Il faut d'abord aller vers la communication, amener les gens à aimer la filière, à les emmener vers la formation qualifiante, par exemple. L'État a mis des moyens, l'État a mis des centres de formation, mais les gens doivent aller dans ces centres de formation. Voilà le problème auquel, par exemple, l'État est confronté. On doit faire une grande communication pour emmener les gens. Nous aussi, vous aussi, entreprise, vous devez aussi aller vers cette communication. C'est ce que je voudrais ajouter à la formation. Merci. Moi, je voulais revenir effectivement sur les mesures d'incitation quand même pour les industriels. Donc, qui dit interdiction d'exportation totale des grumes, dit adaptation ou développement du tissu industriel pour qu'on puisse consommer l'ensemble de la production qu'on va pouvoir faire. Donc, développement du tissu industriel, nous remercions quand même le gouvernement sur les aspects lever des taxes de douane sur les investissements, enfin, le matériel de transformation à importer. Mais si on n'a pas les moyens d'importer, malgré qu'on a levé ces taxes, on ne va pas pouvoir importer du matériel et agrandir ou adapter notre tissu industriel. Donc il est important que le gouvernement pense aussi à inciter à l'investissement en prenant d'autres mesures qui contribuent à mobiliser les moyens au niveau des industriels pour acquérir du matériel de pointe et améliorer le tissu industriel et surtout pousser, enfin, faire de la transformation plus poussée. Donc si on n'arrive même pas à faire la première transformation de l'ensemble du volume qu'on va prélever, il sera difficile de pousser, enfin, de faire la troisième ou la quatrième transformation. Donc il est important de voir dans quelle mesure inciter à l'investissement industriel. Je ne sais pas par quel mécanisme, mais je sais que les responsables politiques trouveront la solution idoine pour soutenir l'industrialisation plus poussée de la filière bois au Cameroun. Ok, merci. On a un peu débordé le temps qui était imparti à cette table ronde.